Aujourd'hui, on va entamer l'étude de la fonction rénale, donc à savoir 3 chapitres. Les insuffisances rénales aiguës et chroniques, donc, et le syndrome néphrotique. Donc, c'est toujours la deuxième partie de l'étude des organes, après avoir fait l'étude des paramètres biologiques qui vont servir pour explorer les différentes fonctions. Donc maintenant, on va voir quels sont les paramètres biologiques utilisés dans l'exploration de la fonction rénale. Donc, pour les insuffisances rénales, donc vous connaissez bien sûr la fonction rénale, dont la principale, c'est la filtration. C'est la filtration, et principalement la filtration glomérulaire, la réabsorption tubulaire et la sécrétion tubulaire. Bien sûr, la filtration, c'est la plus importante du point de vue quantitatif. Cette fonction va assurer l'équilibre hydroélectrolytique. Donc, une insuffisance rénale, automatiquement, signifie une réduction de la fonction rénale. Donc, ça veut dire qu'on va avoir des conséquences sur, très bien, l'équilibre hydroélectrolytique. Et bien sûr, de point de vue biologique, nous avons vu l'importance des reins dans l'élimination des déchets, très bien, principalement. Donc, nous avons vu les 5 déchets azotés non protéiques, les ions ammonium, l'urée, la créatinine, l'acide urique et la bilirubine. Très bien. Donc, principalement, les paramètres qui sont d'une façon majoritaire éliminés par les reins, donc ils vont servir pour l'exploration de la fonction rénale. Ça veut dire qu'ils sont tellement très significatifs de l'état des reins, parce que la majorité de ces déchets sont éliminés par les reins. Très bien. Bien sûr, ça va être en premier lieu l'urée et la créatinine. Deuxième lieu, c'est l'acide urique. Et bien sûr, la bilirubine, on sait bien que l'élimination, elle est principalement digestive. Très bien. Donc, l'insuffisance rénale, le qusur al-kalawi, c'est l'insuffisance, c'est la réduction de la fonction, ou bien des fonctions rénales. L'incapacité de maintenir l'homéostasie hydroélectrolytique et acido-basique. Bien sûr, nous avons vu que hydroélectrolytique, acido-basique, des paramètres différents, mais en fait, il y a des équations qui relient l'équilibre acido-basique avec l'équilibre hydroélectrolytique. Et où l'accumulation des déchets organiques, parce que, comme j'ai dit, majoritairement, ils sont éliminés par les reins. Donc, conséquence, accumulation des déchets azotés, principalement l'urée, la créatinine et l'acide urique. Et bien sûr, ici, on va voir les points faibles, les points forts de chaque paramètre. Nous les avons vus déjà. Et nous avons dit que l'urée, donc c'est un paramètre qui, aussi bien, il augmente dans l'insuffisance rénale organique et fonctionnelle. Alors que la créatinine, c'est un paramètre qui reflète évidemment la fonction, l'insuffisance rénale organique. Et l'avantage de la créatinine, nous avons dit que c'est un paramètre qui n'est pas lié à l'alimentation, au facteur exogène. Il est lié à la masse musculaire, parce que la créatinine, c'est un déchet métabolique qui provient de la dégradation, du catabolisme de la créatine. Donc la créatine phosphate, l'hydrolyse dans l'énergie plus la créatine, et la créatine sera, je dirais, catabolisée en créatinine. L'acidose métabolique, bien sûr, nous avons vu que les reins, dans l'équilibre acido-basique, c'est l'élimination, la sécrétion, l'élimination des protons. Donc l'élimination des protons. Bien sûr, il y a une compétition, soi-disant, entre le H+, et le K+. Donc,
s'il y a une insuffisance rénale, donc on aura plutôt tendance à avoir une acidose métabolique. Pourquoi? Parce que les reins sont incapables d'éliminer l'excès des protons. Très bien. L'hypercalémie, bien sûr, c'est le même raisonnement que pour le H+. Donc il y a une compétition, donc il y a réduction de la fonction rénale, réduction de l'élimination de H+ et de K+, donc on peut avoir aussi une hypercalémie. Et surtout, dissociation des concentrations des ions chlorure et des ions sodium. Nous avons vu qu'au niveau rénal, lorsqu'il y a, je dirais, un fonctionnement normal, donc généralement, les chlorures, mis à part bien sûr les perturbations par exemple digestives, donc au niveau rénal, c'est un sujet normal, donc il y a la même tendance de l'évolution des ions chlorure que les ions Na+. Alors que pour l'insuffisance rénale, il y a cette réduction aussi se manifeste par la dissociation de cette proportionnalité. Si vous voulez, où là, on va perdre cette proportionnalité, bien cette évolution proportionnelle je dirais, des ions chlorure avec les ions sodium. Très bien. Donc, l'insuffisance rénale, elle est définie, elle est partagée, on a deux catégories. On a l'insuffisance rénale aiguë et l'insuffisance rénale chronique. Toujours le mot aigu signifie, nous avons vu ça pour les transaminases dans le cas des hépatites, donc signifie que l'augmentation en fait des paramètres ou bien la perturbation des paramètres biologiques d'une façon brutale et dans un contexte. Ça veut dire que l'histoire de la maladie pèse. On peut avoir énormément de renseignements pour dire que c'est une pathologie aiguë ou chronique. Ça veut dire que le sujet n'a pas d'antécédent. Le sujet n'a pas, surtout lorsqu'il avait déjà des bilans, surtout lorsqu'il a fait déjà des bilans. Donc à ce moment-là, on peut comparer le bilan récent au bilan ancien pour dire qu'il s'agit d'une évolution aiguë et pas une évolution chronique. Alors que l'insuffisance rénale chronique, bien sûr, c'est étalé dans le temps, c'est évolutive, donc il y a une notion de temps. Un autre paramètre important, c'est dans l'insuffisance rénale aiguë, il y a la notion de réversibilité. Donc, pour la chronicité, il y a la notion de l'irréversibilité. Donc, ça sont des choses, bien sûr, qui donnent une différence très importante entre l'insuffisance rénale aiguë et l'insuffisance rénale chronique. Très bien. Donc vous voyez, donc c'est pas la peine de faire le rappel histologique des reins et la fonction des glomérules, mais juste pour vous dire que, bien sûr, lorsqu'on parle de l'insuffisance rénale, ça peut toucher tout l'environnement rénal. Donc on va voir ça dans la classification, par exemple dans l'insuffisance rénale, les atteintes du parenchyme rénal. Donc n'importe quelle atteinte peut donner une réduction de la fonction rénale et on peut bien sûr, en fonction de certains paramètres clinico-biologiques, on peut la classer ou bien stratifier les différentes atteintes rénales. Très bien. Donc pour l'atteinte, l'insuffisance rénale aiguë, donc, interruption brutale. Donc, il y a cette notion, bien sûr, de temps. Donc, aigu, brutal. Du fonctionnement des reins, survenant sur une période de quelques heures à quelques jours. Bien sûr, le cas extrême, on va voir, pour l'insuffisance rénale chronique, le seuil, c'est 3 mois. Mais généralement, l'insuffisance rénale aiguë, ça peut évoluer de quelques heures à quelques jours. Mais toujours, le seuil, c'est inférieur à 3 mois. Parce qu'au-delà de 3 mois, on est dans, très bien, on est dans la chronicité. L'atteinte rénale aiguë, bien sûr avec une prise en charge correcte, avec un traitement correct, donc c'est réversible. Donc ça, c'est une notion de base, la réversibilité. Donc on peut récupérer la fonction rénale, ou bien le fonctionnement rénal. Les troubles électrolytiques, ils sont là. Parce que, puisqu'on a, aussi bien dans l'insuffisance rénale aiguë ou chronique, puisqu'on a une réduction du fonctionnement rénal, automatiquement,
ça va retentir sur toutes les fonctions des reins, à savoir l'équilibre hydroélectrolytique, tout simplement. Défaut d'élimination des déchets azotés. Bien sûr, la même chose, puisque les reins sont la principale voie de l'élimination des déchets azotés non protéiques, eh bien, de la même manière, du même raisonnement, l'insuffisance rénale induit une élévation des déchets azotés et principalement, bien sûr, la créatine. Une diurèse perturbée. Mais il faut savoir que ce paramètre, il est plus ou moins variable. Ça veut dire qu'il n'est pas toujours constant. On peut avoir une diurèse inférieure à 40 ml par 24 heures, ce qui définit une oligoanurée, voire même une anurée, le cas, bien sûr, une urgence extrême, ou bien, quelquefois, la diurèse peut être conservée dans certaines situations. Donc, ça veut dire que c'est un paramètre qui est variable, n'est pas constant. Les paramètres qui vont définir, c'est l'anamnèse, donc facteur temps. Le patient n'a pas d'antécédent, ça veut dire, surtout s'il a fait un bilan rénal récent, donc ça, c'est vraiment, ça va apporter une confirmation de diagnostic de l'insuffisance rénale aiguë. Parce que le facteur temps, il est là. Dans une semaine, ou là, un mois, ou là, avant une semaine, ou là, avant un mois, avant même 2 mois, il a fait un bilan et la créatinine était normale, l'urée était normale. Donc à ce moment-là, actuellement, là, après l'apparition, après consultation, vous demandez le bilan rénal et vous trouvez la créatinine très élevée, l'urée très élevée, donc automatiquement vous êtes dans l'insuffisance rénale aiguë. Donc facteur temps, l'anamnèse, c'est important. Et bien sûr, le bilan rénal complété bien sûr avec le bilan ou bien l'exploration de l'équilibre hydroélectrolytique. Très bien. Donc pour l'insuffisance rénale, donc on a l'insuffisance rénale aiguë pré-rénale au fonctionnel. Pré-rénale au fonctionnel, ça veut dire que la cause, est-ce que c'est rénal? C'est pas rénal, c'est en amont. C'est avant les reins. C'est fonctionnel. Donc lorsqu'on parle du fonctionnel, donc on en a parlé déjà, donc c'est surtout la perfusion rénale. C'est surtout la perfusion parce que vous avez vu, notamment dans le cours de physiologie rénale, que la pression artérielle joue un rôle primordial dans le maintien de la fonction rénale. Le gradient de la pression, c'est un paramètre crucial dans le maintien de la fonction rénale. La déshydratation extracellulaire, bien sûr, l'hypoperfusion, ça veut dire diminution, par exemple, dans ce cas de la volémie. Perte cutanée, donc toute cause qui peut causer une déshydratation extracellulaire, ça veut dire une hypovolémie, peut donner une insuffisance rénale, peut donner une hypoperfusion rénale, et par conséquent, elle peut donner une insuffisance rénale fonctionnelle. Donc, perte cutanée, digestif, rénale, toujours c'est le même raisonnement. Toute voie de perte peut donner, perte hydrique, peut donner, bien sûr, à savoir cutanée, digestif et rénale, peut donner une hypovolémie ou bien une hypoperfusion rénale. Hypovolémie réelle, ça veut dire, si vous voulez, par comparaison à la déshydratation extracellulaire, réelle, ça veut dire que c'est la première cause. C'est pas secondaire. C'est pas secondaire à la déshydratation extracellulaire. Donc réel. Le syndrome néphrotique sévère. Pourquoi le syndrome néphrotique sévère? Donc on n'a pas vu encore le syndrome néphrotique, mais c'est en relation avec la protéinurie massive. Donc qu'est-ce que nous avons dit pour les protéines? Les protéines. Très bien. Donc le protéine, qu'est-ce qu'ils font au niveau vasculaire? Ils vont assurer la pression oncotique. Donc par, je dirais, la notion de polarité des acides aminés,
Donc il y a une compatibilité très importante de capter l'eau, hein, donc une rétention, quelques guillemets physiologique bien sûr, hydrique, c'est la pression oncotique. Donc bien sûr, perte de protéines, diminution de la pression oncotique, ça veut dire une hypovolémie. L'insuffisance cardiaque congestive, on en a parlé déjà dans les chapitres précédents, les hypotensions artérielles, des états de choc cardiogéniques, bien sûr, tout ça c'est en relation avec l'hypovolémie, les chocs septiques, les chocs anaphylactiques et les chocs hémorragiques. Vous avez aussi, plus ou moins, surtout lorsqu'il s'agit d'une association avec les médicaments, par exemple les diurétiques, qui sont utilisés par exemple dans le but comme traitement anti-hypertenseur, donc les diurétiques, donc qui vont diminuer la volémie, parce qu'évidemment l'hypertension artérielle, parmi ses aspects, c'est le volume, parce que c'est quoi la pression? On a défini déjà la pression. C'est quoi la pression? C'est la force exercée par une unité de surface. Donc la pression artérielle, c'est la force. L'élément majeur, c'est l'eau, c'est le plasma. Donc c'est la force exercée par le plasma, par l'eau, par une unité de surface du vaisseau. Donc si on diminue le volume, donc on peut lutter contre la pression artérielle, l'hypertension artérielle. Évidemment, les diurétiques, parmi, entre autres, les modes d'action, il y a les diurétiques qui sont, en fait, les antihypertenseurs qui sont des diurétiques qui agissent notamment sur la pression artérielle par la diminution de la volémie. Et plus ou moins les ANS, pas de lésions anatomiques rénales. Donc ça c'est important. Parce que déjà, parler de fonctionnel, on ne doit pas avoir une lésion anatomique rénale. Parce que si c'était le cas, donc on n'aurait pas l'argument de parler de fonctionnel. Parce qu'il y a une lésion rénale. Donc il faut exclure toute lésion parenchymateuse rénale. Et l'insuffisance rénale dans ce cas, elle est réversible rapidement après remplissage vasculaire. Tout simplement pourquoi? Parce que évidemment la principale cause c'est la volémie. Donc si on élimine le facteur volémie, à ce moment-là, on va rétablir le fonctionnement rénal. C'est clair? Donc, oui? La déshydratation extracellulaire, oui, bien sûr. C'est l'hypoperfusion rénale. On parle de l'hypoperfusion rénale. Ça veut dire le débit sanguin qui arrive au niveau rénal sera diminué, la perfusion rénale. Oui. En fait, ça c'est une hypovolémie, si vous voulez, déshydratation extracellulaire, c'est une hypovolémie ou bien c'est une hypoperfusion rénale secondaire à la déshydratation extracellulaire. Dans ce cas, c'est une hypoperfusion rénale directement liée au niveau, en fait, au facteur vasculaire. Ça veut dire réel. C'est la principale cause, la cause primaire. C'est déjà, on est dans les vaisseaux. C'est pas secondaire à quelque chose. C'est clair? Très bien. Maintenant,